Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 30 mars. Un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui sur notre plateau, nous recevons Alexandre Démétriades, municipal des Sports, de la Culture et des Ressources Humaines pour la ville de Nyon. Bonjour, on reviendra avec vous sur cette crise administrative que traverse la ville de Nyon, crise politique également. En sport, nous recevons la nageuse Malika Gobet pour revenir sur les championnats suisses de natation. De beaux résultats qu'on fêtera ensemble en plateau. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien je suis en compagnie de l'artiste, peintre et sculptrice Mireille Zagolin. Bonjour. Bonjour. Alors, on est dans votre atelier Mireille, ici à l'Espace, à Nyon. Alors si vous m'avez ouvert les portes de votre atelier, c'est parce que vous fêtez 30 ans de carrière. En un mot, 30 ans, ça représente quoi pour vous? Alors en un mot, c'est comme les pages d'un livre qui se tournent, mais à chaque page, il y a une image et une histoire qui se raconte et j'aimerais vous la raconter. Ah bah alors on va feuilleter ces pages ensemble. Vous allez m'expliquer toute votre carrière et puis des anecdotes aussi sur votre vie. Alors à tout à l'heure Mireille. Avec plaisir. À tout à l'heure Andrea. À tout à l'heure Alexandre. En actu, le municipal des Sports et de la Culture de Nyon a repris le dicaster des Ressources Humaines suite à la suspension d'Élise Buckel. Nous faisons le point 1 mois et demi après la nouvelle organisation de la municipalité. Alexandre Démétriades, il y a une semaine, vous étiez réélu au Grand Conseil. Cet été, vous avez été élu municipal. Le cadre paraît idyllique et pourtant, cette crise qui entache aujourd'hui ce début de législature, votre début de législature, vous le vivez comment ? Bon, vous citez les élections qui ont eu lieu au Grand Conseil la semaine passée. Je dois avouer que c'est un élément quand même rassurant d'avoir la confiance. À Nyon, j'ai fait le meilleur score des élus de Nyon. Ce qui franchement, ça rassure parce qu'on doute en voyant cette médiatisation de l'affaire nyonnaise. Donc voilà, il y avait cet élément rassurant. Globalement, c'est des moments difficiles depuis juillet, mais aussi beaucoup de moments positifs, parce que certes, il y a la crise qui est en cours, mais il y a aussi énormément d'autres choses qui se passent, des projets qui sont en cours. Est-ce que vraiment ça laisse la place à d'autres choses? Est-ce que cette législature, elle n'est pas vraiment gâchée par toute cette crise administrative et politique? La preuve par ce qui est déposé par la municipalité, on en est à 41 préavis qui ont été déposés depuis juillet. On a encore des préavis qui vont venir. De mon côté, je peux penser par exemple au complexe sportif de Colovray qui n'est pas retardé avec ces éléments. On a l'amphithéâtre sur lequel on va bientôt venir. On a tous les projets courants de mes services qui continuent avec les services qui fonctionnent bien, des gens qui s'impliquent, malgré la situation générale qui s'implique, si ce n'est même encore plus pour pallier à cette situation de manière globale. On va préciser ici, quand vous dites les services qui fonctionnent bien, est-ce que ça sous-entend qu'il y a des services qui fonctionnent mal? Manifestement, je veux dire, c'est clair que la crise qu'on est en train de vivre, vous avez dit qu'il y a un élément qui était politique, ça c'est clair, mais il y a évidemment à la base un conflit au sein en particulier d'un service de l'administration. Il serait tout à fait inadéquat de le nier, et ça c'est clair. Mais par contre, on a déjà essayé de le dire, l'administration nyonnaise, elle est vraiment importante, le conflit, il est vraiment localisé, ça a un impact sur les mentalités, sur l'ensemble, mais par contre, les gens continuent à faire leur travail et de manière tout à fait exemplaire. Je vous parle non seulement du service des sports et de la culture que j'ai, mais également des ressources humaines que j'ai pris. Ouais. Certes, d'ici quelques instants, volontiers, mais ce qui est important de dire, c'est vraiment que les gens continuent à faire leur travail avec vraiment exemplarité. Mais ça peut paraître surprenant qu'aujourd'hui vous mettiez cette barrière-là au service de l'administration, parce que pourtant on peut se dire que c'est toute la ville qui en souffre, que plusieurs employés en souffrent, que ce n'est pas qu'un seul service. Alors, les personnes impliquées dans cette affaire qui a donné lieu à une enquête administrative se situent précisément dans le service de l'administration générale, avec une personne qui en est extérieure. Mais donc les gens qui le vivent directement sont vraiment localisés là. C'est un nombre relativement restreint de personnes. Par contre, c'est clair qu'en termes d'image, non seulement l'ensemble de l'administration a des doutes, a des questions de la part d'autres personnes qui disent « mais ça doit être difficile de travailler dans la ville de Nyon ». J'ai plusieurs échos comme ça. Et souvent, la réponse est de dire « non, mais en fait, ça ne me concerne pas directement, ça ne me touche pas directement ». Pour beaucoup d'employés de la ville de Nyon, ça ne les concerne pas directement. Ils se sont concernés par la situation et ils attendent quoi? Que la municipalité agisse correctement. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début de cette crise. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de gens qui tentent aussi d'influencer nos décisions, mais c'est ce qu'on essaye de faire, de travailler le mieux possible pour
essayer de ramener le calme dans cette administration aussi. Alors on est tout de suite rentré dans les détails, c'est vrai qu'on a déjà abordé certains points, mais on y reviendra d'ici quelques instants. J'aimerais revenir un petit peu en arrière à cette réorganisation de la municipalité, une nouvelle configuration suite à la suspension d'Élise Beukel par le Conseil d'État. Vous avez donc repris le dicaster des ressources humaines, on y reviendra d'ici quelques instants. Mais si c'était à refaire, est-ce que vous referiez à nouveau ce dépôt de plainte envers Élise Beukel ? De nouveau, je veux dire, on a été... Là où il faut être clair, c'est qu'on a été poussé dans une situation très difficile, très difficile. Donc ça n'a été vraiment pas un geste qui s'est fait, on réfléchit un matin et puis on fait ça. Ça ne se prend pas à la légère. C'était très difficile de déposer une plainte pénale contre une collègue avec qui on travaille. Donc si c'est à refaire dans les mêmes conditions strictement, ben oui, parce qu'on a été poussé in fine à le faire, mais on a essayé d'abord de faire d'autres choses pour éviter d'en arriver à des points comme ça. Il faut dire aussi qu'on s'est investi beaucoup, mais je pense aussi à mon collègue Pierre Vallone des Verts, pour essayer d'éviter d'en arriver à des situations comme ça, parce qu'on voyait que potentiellement c'est ce qui pouvait aboutir. Pierre Vallone, Élise Beukel, vous êtes finalement les nouveaux aujourd'hui qui incarnez cette nouvelle législature, cette nouvelle municipalité aussi. Alors Élise Beukel a certainement mis un grand coup de pied dans la fourmilière, hein. On ne va pas juger ici la manière de le faire, mais est-ce qu'il était possible de crever l'abcès autrement ? Ben, en fait, moi, j'aime pas tellement ce terme de crever l'abcès. Généralement, ça veut dire qu'on fait tout, entre guillemets, exploser, mais avec beaucoup de dégâts collatéraux. Et ce n'est pas une bonne manière de gérer des situations de conflit au sein de l'administration. Puis, il faut juste être clair, hein, ce n'est pas seulement là qu'il y a des problèmes dans l'administration. Dans toute administration, il y a plusieurs endroits où il y a des conflits latents, ou des avertissements à prononcer, ou même potentiellement des licenciements à envisager. La chose, c'est juste que c'est des procédures qui sont très strictes, très balisées, parce que potentiellement, les conflits RH, ils peuvent partir dans tous les sens. Du coup, vous normalement, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Vous venez de nous dire que finalement, le conflit aujourd'hui, il était seulement ciblé sur l'administration. Non, mais c'est ce conflit-là. Ce que je vous dis, c'est que comme dans toute administration, dans le fonctionnement courant, il y a des points dans différents services qui n'ont rien à voir avec cette affaire, où il y a des situations qui sont compliquées, mais qui sont gérées comme elles doivent être gérées. Donc, en toute confidentialité, en respectant la personnalité de l'ensemble des personnes qui sont concernées, et en essayant de trouver des solutions alternatives. Ce que je veux dire par là, c'est que comme dans n'importe quelle administration, il y a des choses qui sont compliquées, il faut juste bien les gérer. Pour cette affaire-là, manifestement, il y a eu des problèmes et une manière de gérer la situation qui a créé énormément de dégâts collatéraux et c'est problématique. Et plusieurs parts de responsabilité sont là, peut-être une partie de la municipalité, mais pas seulement. Alors, on va peut-être essayer de clarifier la situation avec notamment ce document-là, puisque suite à la rencontre du 4 mars, vous avez notamment donné un calendrier intentionnel en l'état à ce jour, un calendrier qui a été partagé avec les représentants aussi, les chefs de partis politiques, un calendrier en 7 étapes. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous en êtes, évidemment, j'imagine, si l'on suit ce calendrier-là, à la première, les médiations interpersonnelles. Comment est-ce que ça avance ? Alors juste, c'est des étapes qui évoluent en parallèle. Hein. C'est ce qu'on a mis en place suite au rapport d'enquête qui nous recommandait d'une part de prendre des sanctions, mais également de mettre des mesures d'accompagnement pour le retour au travail des personnes, mais aussi pour repenser un peu l'organisation, notamment du service de l'administration générale et des processus RH. Ces éléments, ils peuvent avancer en parallèle. Sur la question de la médiation, il faut clairement entrevoir qu'on a été face à un conflit qui a pris une très haute intensité, au sein de l'administration, et donc que ce travail d'accompagnement est évidemment compliqué parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas vus, par exemple, depuis un certain temps, des personnes qui sont en arrêt maladie. Donc il faut ramener les gens progressivement à pouvoir se revoir, mais d'abord ça passe aussi par une matérialisation du conflit qu'ils ont vécu, des sentiments, des émotions qu'ils ont eus. Donc c'est vraiment un travail qui se fait petit à petit. Il y a déjà quelques médiations qui ont eu lieu interpersonnelles. Il y a des rencontres de plusieurs des acteurs concernés par le mandataire Tact Consulting qui nous entourent, qui se font de manière individuelle pour entendre les gens et pour entrevoir quelles pistes sont à mettre en place au fur et à mesure. Ouais, donc c'est un processus qui doit se
plus de travail, de pistes à mettre en cours. À l'inverse, le syndic, lui, parle d'une sortie de crise. Est-ce qu'on peut vraiment la définir en ces termes-là? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en sortie de crise ou est-ce que vous y travaillez? Là où je suis convaincu, c'est que la sortie de crise, elle doit se faire par le haut. On aurait pu, dans ce genre de situation, tout d'un coup prendre des décisions en utilisant, entre guillemets, des fusibles, mais sur plusieurs personnes, en disant, voilà, pour faire plus simple, alors tous les protagonistes d'un conflit, on peut les enlever ou je ne sais pas quoi, les extraire. C'est pas ce qui a été décidé. On a fait un rapport d'enquête qui nous recommandait certaines sanctions et puis de prendre des mesures pour accompagner le retour. C'est ce qu'on est en train de faire. La sortie de crise passe justement par cet accompagnement du retour au travail des gens, mais d'abord, il faut aussi qu'ils retournent au travail, que les décisions qui doivent être prises soient prises. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, les chefs de service ne sont pas tous de retour au travail, que le secrétaire municipal n'est pas encore de retour au travail? Il y a encore des temps partiels, et puis il y a aussi la question du retour au travail en termes de temps, et du retour au travail en termes physiques. À quel endroit exactement, et puis quel rôle on reprend. Donc les gens sont en train de reprendre leur travail, mais à 100%, non, ce n'est pas encore le cas pour tous les protagonistes. Et dans leur rôle initial, ce n'est pas encore le cas pour tous les protagonistes. Mais le but de la municipalité, c'est que pour l'ensemble de ces protagonistes, le retour au travail se fasse le plus vite possible, parce que c'est aussi un besoin des gens qui sont concernés. Un manque de personnel, forcément. Vous avez parlé... Non, je dis un besoin des gens concernés, qui ont envie aussi de retourner au travail, parce que c'est des situations qui sont latentes, stagnantes, et le but aussi, c'est que les décisions que la municipalité veut prendre soient prises, que le retour au travail se fasse, et qu'il soit, ça c'est très important, qu'il soit accompagné, parce que, étant donné qu'on a eu une situation de haute conflictualité, potentiellement, ce conflit peut être latent, et puis il faut essayer aussi de le calmer. Ouais, donc il faut mettre forcément ces gens face à face, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Mais un élément important... Ce propos-là, permettez-moi, Alexandre Démétriades, juste de continuer. C'est vrai que le syndic a également dit, puisque vous citiez ces sanctions, que le secrétaire municipal aujourd'hui a accepté cette sanction, qu'il accepte aujourd'hui aussi son blâme. Est-ce qu'il est de même pour le chef de service des ressources humaines? Est-ce qu'ils sont de retour au travail? C'est une procédure en cours, mais il est au travail. Mais c'est une procédure en cours. Ce n'est pas la sanction et la question du droit d'être entendu n'a pas encore été épuisée, donc c'est encore en cours. Mais par contre, le chef du service RH est encore au travail, et au travail au sein de l'administration. Qu'est-ce qu'il en est pour le secrétaire municipal? Est-ce qu'il est de retour au travail? Il est de retour au travail. Partiellement, comme je vous dis, on aimerait faire un plan de retour au travail dans ce rôle-là exactement. Donc ça s'échelonne et ça s'accompagne, ça c'est important de le faire. Mais il nous aide notamment sur la question du programme législature, par exemple, qu'on est en train quand même de travailler. Mais ça se fait par étapes, ce qui est en somme parfaitement normal. Bien sûr, un calendrier qui s'adapte aussi forcément aux besoins et aux demandes. Un point qui a attiré notamment mon attention, c'est vrai que toute la municipalité aujourd'hui est sollicitée dans ce calendrier-là. Une personne n'est pas mentionnée, Elise Beukel, on y reviendra d'ici quelques instants, même si on peut le comprendre. Mais Stéphanie Schmutz n'est pas intégrée à ce calendrier-là. Pourquoi ? Alors là, Stéphanie Schmutz, mais Roxane Faro également ne le sont pas. Alors, on a désigné, Madame Faro est désignée juste sur un élément qui est voilà, donc il faut juste que les gens comprennent de quoi on parle. On parle d'avoir des membres de la municipalité qui pilotent différents mandats qui sont en cours. Ouais. En l'occurrence, toute la municipalité est ici mentionnée. Pierre Valène, Démétriades, Madame Faro, Monsieur Huldry, Monsieur Rosla. Oui, mais ce que vous ne mentionnez pas, c'est que dans la désignation des mandataires pour faire une analyse structurelle, je pense que les gens ne vont pas exactement comprendre de quoi on parle. Allez-y. Donc on a les médiations, analyse structurelle du SAG et des processus de RH. Là-dessus, pour la désignation des mandataires, Stéphanie Schmutz est impliquée. On avait mis à définir dans ce qui avait été communiqué, mais elle est impliquée. On a un autre élément qui est un guide de bonne pratique qu'on doit mettre en place pour les relations entre municipaux et chefs de service et entre chefs de service et secrétaire municipal. Là, c'est M. Huldry et Madame Faro. Et puis, on a encore l'autre élément qui est l'enquête de satisfaction générale. Ça, c'est moi qui en ai responsable, mais parce que je suis responsable des RH. Ouais. Maintenant, le fait que Mme Elise Beukel ne fasse pas partie de cette liste, c'est par définition dans cette situation où elle est suspendue. Voilà. Tout à fait, elle a fait recours auprès du tribunal. Une question justement, puisque elle n'est pas mentionnée, mais on pourrait penser justement que face à cette crise politique, il en soit mention dans ce calendrier-là, puisqu'aujourd'hui, on pourrait imaginer son retour, si elle est blanchie, si elle revient. Est-ce que ça a été évoqué aujourd'hui dans les questions que vous avez avec la municipalité ? Qu'est-ce qui se passe si elle revient ? Déjà, le retour peut se faire, même si elle n'est pas blanchie, il faut être clair, hein, parce que
pour une potentielle... alors, il y a les différentes options, c'est qu'elle retourne en étant blanchie, elle peut être condamnée, mais le seul moyen, entre guillemets, après, pour la faire sortir de la municipalité, si c'était la volonté des autorités au regard de ce qui s'est passé pénalement, c'est une révocation par le peuple. Donc, nous, on part du principe que c'est probable qu'elle risque de revenir. Après, peut-être qu'elle souhaitera démissionner ou pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il sera possible de travailler alors déjà, ensemble. On a pu, malgré la crise qu'on a vécue depuis un moment qui était sur certains sujets, on a pu continuer à travailler, disons, normalement, avec tous les lundis, faire des séances sur plein de sujets différents qui n'avaient pas trait à la crise. Et Mme Beukel était là et présentait ses projets. On travaillait comme ça. C'est clair qu'on doit, si elle réintègre la municipalité, au moment où elle va réintégrer la municipalité, on devra accompagner ça, on devra trouver un moyen. Mais là où on aimerait rassurer aussi les gens, c'est de dire par ailleurs, on est tous des grandes personnes qui savons faire avec la situation qui nous est donnée. C'est notre rôle aussi en tant que municipal. Quand on se présente à une élection, on ne sait pas avec qui on va travailler à la fin et on devra travailler avec eux. De toute façon, c'est notre rôle. Donc, dans la poursuite de cet état d'esprit, peu importe ce qui va se passer au niveau du ministère public, de la décision, on va s'adapter et faire bien les choses pour le bien de la ville. Oui, on va arriver au dernier point, le nouveau règlement du personnel. Forcément, vous en êtes également en charge puisque vous êtes aujourd'hui en charge du dicastère des ressources humaines. Le syndic, là aussi, a dit que vous arrivez dans une étape très intéressante de la négociation avec le syndicat SSP. Qu'est-ce qu'il en est de cette négociation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous peaufinez les derniers détails? Est-ce que vous négociez encore sec? On en est où dans cette négociation? Alors, on est dans une étape décisive. Dans quel sens? Ça fait depuis 20 ans qu'on est en train de parler de ce règlement. Ça fait depuis 2019-2020 que la municipalité a décidé, donc l'ancienne municipalité a décidé de retourner de l'avant avec la question d'un règlement du personnel. En 2021, début 2021, le personnel a été consulté sur l'opportunité de passer d'un statut à un règlement du personnel. Ça a été une option qui a été prise. Et ensuite, depuis septembre 2021, les négociations, elles ont commencé. Et quand on négocie, d'abord, on regarde les points qui sont les moins litigieux pour voir s'il y a déjà des problèmes. Mais étant donné que ça fait plus de 20 ans, Alexandre Démétriadès, qu'il y a toutes ces crises, est-ce que là, on en est où? On est dans les derniers détails? Ou est-ce qu'on est encore dans le gros de la négociation? Ce que je vous expliquais, c'était que depuis septembre, d'abord, on dégrossit tous les points qui ne font pas discussion et on garde les points les plus importants pour la fin. Moi, je ne vais pas vous dire précisément où on en est dans la négociation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore des points où la délégation du personnel nous fait des demandes et nous, de notre côté, on doit, moi de mon côté et Daniel Rossella, vu qu'on est ensemble dans la délégation côté employeur, on doit revenir vers la municipalité parce que c'est la municipalité qui adopte une position à l'égard de la délégation du personnel sur ces questions de règlement. Donc là, on est à bout touchant, mais il y a encore des questions qui doivent être réglées. Donc on espère aller le plus vite possible, mais on n'a pas envie d'aller dans le mur non plus, quoi. Bien sûr. Pour une entrée en vigueur en 2023, Alexandre Démétriadès, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À noter à la maison que le Conseil de Nyon sera retransmis en direct sur notre antenne le 2 mai. Là aussi, ça permettra peut-être plus de transparence aussi avec les citoyens qui le regardent. Est-ce que vous le voyez d'un bon œil, puisque aussi les conseillers ont demandé justement aussi à plus de transparence. Est-ce que ce serait l'occasion aussi de peut-être apporter plus d'informations concernant le suivi de cette crise? Alors, en tant que municipal, j'ai de la peine à me prononcer parce que c'est vraiment une décision qui appartient au bureau du conseil communal. Mais je me souviens, à l'époque, en tant que conseiller communal, le Parti socialiste avait demandé que les séances du conseil communal soient transmises en direct ou en tout cas enregistrées, parce que c'est élémentaire qu'un conseil communal, étant donné qu'il est public, il puisse être accessible, rendu accessible à la population. À l'époque, ça avait été refusé. Tant mieux que ça soit de nouveau une demande, mais je pense que c'est important. Rendez-vous le 2 mai, Alexandre Démétriadès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Pareillement. Alexandre, on retourne à toi. 30 ans de carrière pour Mireille Zagolin. Est-ce que tu lui as souhaité une petite chanson d'anniversaire? Oh non, je ne vais pas lui chanter joyeux anniversaire, hein, Mireille. Par contre, Mireille, vous allez m'expliquer quand même qu'est-ce que vous faites pour vos 30 ans ici, à cet atelier où on peut voir vos peintures et vos sculptures. Alors moi, j'ai eu envie d'organiser une rétrospective, mais vu qu'il y avait la période du Covid, je me suis orientée un peu différemment pour présenter tout ça et je me suis dit, pourquoi pas l'atelier et les réseaux sociaux.
Alors voilà, je présente, j'ai sélectionné 300 anciennes œuvres dans mon stock et je les présente en 3 thèmes et pendant 3 mois. Et je switch entre les réseaux sociaux et l'ouverture de l'atelier. D'accord. Pour attendre les visiteurs ici, tous les jeudis. Et puis sur les réseaux sociaux, je fais participer les gens en demandant une histoire du tableau, en racontant une histoire. Et voilà, avec les thèmes. Donc là, il y a quasiment 300 œuvres entre les sculptures, les peintures, voilà, que vous voyez derrière moi. Alors, je vais juste tourner la caméra pour qu'on puisse voilà, mieux se rendre compte, mieux voir votre atelier. Mireille, alors, racontez-moi peut-être votre histoire en tant qu'artiste, puisque vous êtes venue assez tard, en fait, dans votre vie à l'art, finalement. Alors oui, j'ai commencé tard. C'était vraiment un hasard. On dit qu'il n'y a pas de hasard, mais à l'âge de 30 ans, j'ai arrêté mon activité professionnelle pour me consacrer à l'éducation de mon fils. Et donc, j'avais des plages libres devant moi. J'avais du temps. Et ça, c'était vraiment agréable. Et un jour, je me suis inscrite à un cours de peinture sur soie. Et depuis là, je n'ai plus jamais arrêté. C'est quoi qui vous a plu, en fait? C'était quoi le déclic qui a fait que vous vous êtes mis à peindre voilà, les tableaux qu'on voit ici et puis à sculpter aussi? C'est la couleur. C'est la couleur qui m'a emportée. À partir du moment où j'ai posé de la couleur sur de la peinture sur soie, je me suis dit, j'ai senti quelque chose en moi, comme c'était moi ça me correspondait. Il y a quelque chose qui faisait un déclic entre le réel et ce qui était en moi. Et il y avait une communion. Donc, et j'avais déjà choisi le thème de la femme. Parce que alors, si on regarde un petit peu, alors peut-être que vous qui nous regardez, vous n'avez pas pu voir l'ensemble de l'atelier, mais moi j'ai bien pu regarder les œuvres. Alors, on voit quand même beaucoup de figures féminines, hein, que ce soit les représentations en tableau ou bien sur les sculptures. Alors, pourquoi autant de représentations de la femme? Alors, au départ, c'était quand même plutôt des paysages, des natures mortes et des fleurs. On a beaucoup voyagé en famille et j'avais toujours mon appareil photo, l'objectif, avec moi. Et puis, je prenais des photos et quand je revenais à l'atelier, je reproduisais mes tableaux tranquillement dans l'atelier. Par exemple, celui-ci, c'était sur une plage aux Philippines, à Boracay. J'étais dans une grotte et le reflet de la photo était une bottine. Et pour moi, ce tableau représente une bottine. Et c'est un souvenir de 1995. Et donc ça, c'était les paysages. Donc vous avez démarré avec les paysages et ensuite vous vous êtes concentré sur les figures féminines, comme on voit. Pourquoi? Voilà, le départ des figures féminines a été après un voyage en Namibie où j'ai vu des corps de femmes apparaître dans les dunes. Et à partir de là, ça a été un nouveau déclic et j'ai pris de nombreux cours de dessin avec un sculpteur. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé la figure féminine, hein, tous les nus, avec la technique de la peinture à l'huile, la technique du pastel. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Pourquoi vous avez fait une obsession, si j'ose dire, du corps féminin? C'est le mouvement du corps, c'est l'élégance, la féminité, tout ce qui a trait à la femme, mais tout ce qui a trait à la femme avec le regard de l'homme, la séduction, et tout ça, ça m'a emportée. Alors, c'est ici, dans cet atelier, que vous travaillez. Alors, je crois que les sculptures se font plus ou moins par ici. Hein, Alors oui, ici, c'est vraiment mon coin sculpture avec tous mes outils. Voilà, par exemple, là, j'ai une terre. Voilà, c'est à partir d'une terre que j'élabore une sculpture. Beaucoup par l'imaginaire. J'ai beaucoup travaillé avec des modèles. Et aujourd'hui, c'est plutôt, je laisse sortir quelque chose de plus mystérieux qui vient de moi. Et puis, à partir de mes terres, je fais couler des bronzes. Là, vous avez toutes mes pièces en bronze qui ont été coulées. Est-ce qu'il y a une pièce en particulier dans cet atelier qui vous tient plus à cœur que les autres? Est-ce qu'il y a une histoire particulière? C'est dur de choisir parmi ces 300. Je pense que c'est les rondeurs. C'est les rondeurs, vous voyez?
Je touche parce que c'est quelque chose de la caresse, de la sensualité, de féminin. Oui, je pense que c'est les rondeurs qui me plaisent. Est-ce qu'il y a un tableau, si vous deviez partir demain sur une île déserte, il y a un seul tableau que vous pouvez emporter, vous prenez lequel ici? Il n'est plus là, malheureusement. Ah il a été vendu, c'est ça que vous me dites. Il a été vendu, oui. Ah, c'était quoi alors? C'était un tableau avec des femmes, mais je vais vous le montrer. Ah oui? Vous le montrer. Je peux vite aller le chercher. Ah, alors je vous suis. Parce qu'il y a le panneau encore. Ah, d'accord. Il y a le panneau et en fait, pourquoi ces femmes de dos? Parce que j'avais peint sur la place Perton pour Téléthon un tableau qui a été volé. Et depuis, il a été volé pendant la vente aux enchères. Et depuis ce jour-là, en 2005, j'ai eu envie de peindre ces femmes de dos et j'en fais tout le temps. Chaque fois que je le vends, je le refais dans des autres couleurs. C'est votre œuvre iconique, en fait, si on veut. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, Mireille, je vous remercie infiniment pour cette petite visite de votre atelier. Voilà. Et puis, du coup, on invite les Nyonnais, les Nyonnaises et puis tous ceux qui nous regardent à venir vous voir le jeudi après-midi. Oui, alors une chose que je n'ai pas dit, c'est que oui, j'ai parlé des réseaux sociaux, mais j'ai ouvert une boutique online avec mes 300 œuvres que j'ai sélectionnées et que je présente en 3 thèmes pendant le mois de mars, avril et mai. Eh bien, merci beaucoup, Mireille, de m'avoir ouvert votre atelier aujourd'hui. Voilà, Andrea, donc si tu veux voir toutes ces œuvres et puis que Mireille te raconte encore plus d'histoires et d'anecdotes sur ces œuvres, c'est tous les jeudis ici à l'Espace Agnon. Ouais, oui, de 14h à 19h. Super. Je vais proposer à Mireille qu'elle fasse une belle sculpture de toi, Alexandre, tout en courbe. Bonne fête à Mireille. Vous seriez prête à faire une sculpture de moi, Mireille? Oui. On pose. Il y a le podium là. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. On vous laisse. On veut voir le résultat. Tout à l'heure sur les réseaux sociaux, Alexandre, tu nous montres ça. Elle fait un petit bribe comme ça et on montre le résultat sur les réseaux sociaux. Ok, Alexandre? Un petit croquis. Allez, c'est parti. Un petit croquis ici. Ouais, voilà. À tout à l'heure pour le résultat sur les réseaux sociaux. On passe au sport. 2 médailles d'argent et 1 de bronze pour Malika Gobel. La nageuse de cran a brillé lors des championnats suisses de natation. Félicitations Malika, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, argent en 50 mètres d'eau, bronze en 100 mètres d'eau, argent en relais avec l'équipe du Genève Natation. Est-ce que vous êtes satisfaite de ces résultats? Forcément, quand on fait des médailles, on est toujours content. Après, avec les temps, j'ai pas réussi les objectifs qui étaient fixés. Mais c'est le sport, c'est comme ça. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler, encore des choses à améliorer. Ça, c'est plutôt bon. On va rester sur l'aspect positif. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui sur votre niveau de travail et qu'est-ce que, du coup, vous voulez encore travailler pour améliorer peut-être ces chronos-là? Il y a encore, je pense, beaucoup de choses. Je dois apprendre encore beaucoup. J'ai beaucoup de choses encore à apprendre, notamment sur mes styles de nage, ma manière de nager, ma technique. Tout ce qu'il y a à côté, il y a beaucoup de choses encore à... Je ne sais pas comment on dit en français. Je connais le mot en anglais, c'est improve. Beaucoup de choses à améliorer. Improve, ouais. Moi, si j'ai peut-être une traduction comme ça, si on peut me la donner, hop, on peut aider Malika, moi je ne l'ai pas. Le improve, je peux comprendre le empowerment, le improve, le sens que ça donne. Mais je pense, il y a beaucoup de choses... J'ai pas le mot. Ouais, alors j'ai toute cette atmosphère aussi à travailler, les à côté aussi peut-être du sport. Mais on va parler peut-être de la manière dont vous nagez. On va peut-être pouvoir la préciser ensemble. Quels sont les aspects qu'il faut travailler, Malika, ou que vous souhaitez travailler sur votre nage? Alors je pense déjà en crawl, j'ai pas mal de choses. Ma manière de pousser sous l'eau. Bon après je pense à tous les non-nageurs, ça leur parle pas parce que ils connaissent pas tout ça, mais mes appuis que j'ai, la poussée sous l'eau et tout, ça, c'est des trucs encore improve. Améliorer, bon, très bien. Alors, c'est vrai que c'est quand même de très beaux résultats, on l'a dit, 2 médailles d'argent, 1 de bronze. Comment vous avez vécu aujourd'hui ces championnats? Est-ce qu'il y a des moments forts qui vous restent en mémoire en revoyant aussi ces images? C'était des championnats assis. C'est toujours les championnats suisses. C'est quand même une compétition qui est assez cool parce qu'il y a beaucoup d'ambiance. On est toute l'équipe, on est là. Notre club, il est là. Il nous encourage pendant les finales. Les finales, là, en plus, c'était
après Covid, du coup, il y avait de nouveau du monde. Public, ouais. Il y avait du bruit. Toujours les championnats suisses, c'est cool. Ouais, le fait de pouvoir nager aussi en équipe avec ce relais à Genève, ça montre qu'il y a de bons éléments. Vous pouvez aussi vous tirer les uns les autres toujours plus en avant, j'imagine. Ça, c'est clair, surtout que au 50 dos, j'ai fait 2e. La première, elle nage avec moi. Elle a 9 ans de plus que moi. Alors, je m'appuie un peu avec elle. C'est un peu comme ma grande sœur. Ouais, cette vie de club, justement, qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui, ce club de Genève Natation? Il m'apporte beaucoup de choses. Déjà, dans la manière de... Déjà, j'ai appris beaucoup la manière d'aborder les compétitions, le stress. C'est vraiment... Je pense qu'il va me faire beaucoup grandir, ce club. Ouais, grandir, vous grandissez puisque vous avez fêté aussi vos 18 ans durant ce championnat. Est-ce que vous avez quand même pu fêter un petit peu? Alors, non, j'ai pas pu fêter parce que forcément, on est en compète. Ouais. Mais après, le soir de mes 18 ans, j'étais avec mes potes dans la chambre. Mais on n'a pas... C'était pas la grosse fiesta. Non. Bon, très bien. Bon, ça aussi, c'est peut-être à améliorer parce qu'il faut aussi du temps pour vous, j'imagine. Les prochains gros défis, Malika, c'est les Européens élites en août et les JO de Paris. Vous y pensez déjà? Les Européens en août, j'aurais bien voulu les faire, mais justement, j'ai pas réussi à faire le temps de qualification. Mais comme j'ai dit, c'est pas grave parce que c'est le jeu, c'est le sport. Si on choisit de participer, on doit aussi apprendre à perdre. Ouais. Donc les JO de Paris, pourtant là, va falloir travailler, j'imagine. C'est l'objectif, mais si c'est pas Paris, ça sera à Los Angeles et puis. Encore mieux, encore plus loin, et puis on saura peut-être ce que ça veut dire. Improve, à mon avis, c'est améliorer, mais on fera un petit cours de langue, en tout cas avec vous, Malika. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et très bonne suite à vous. À très bientôt. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision. On se retrouve demain. Bonne suite de programme. À demain. Ciao, ciao.